Bonsoir, merci beaucoup de votre accueil et merci à Bruno pour l'invitation dont je suis très fier. J'étais heureux et touché de constater il y a quelques jours qu'ici même, Pierre Léna, qui est une sorte de légende de l'astrophysique française, évoquait Hiroshima. Il est vrai que nous vivons un peu dans un Hiroshima permanent. Et j'ai aimé que Pierre Léna invite ses collègues à une prise de conscience, peut-être à une déconstruction du mythe d'une science neutre et déconnectée de la société qui lui donne naissance. Je lui rends hommage pour ces mots, si je les ai bien compris, et je me permets d'ajouter un souhait: qu'à l'avenir, les grands savants le comprennent quand ils sont encore en activité. Alors, à ce propos, je commence avec quelques mots concernant Alexander Grothendieck, qui est vraisemblablement le plus grand mathématicien du XXe siècle, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Et je vous invite à écouter sur YouTube sa très édifiante conférence donnée au CERN il y a plus de 50 ans, mais qui est parfaitement d'actualité. Allons-nous continuer la recherche scientifique ? Alexandre Grothendieck, qui d'ailleurs déclarait qu'il ne suffit pas que le monde soit beau, encore faut-il daigner s'en réjouir. Alors, plus modestement, ce soir, nous allons cheminer avec quelques interrogations de cosmologie et gravitation quantique. Dans un premier temps, j'aimerais vous montrer, vous convaincre, si ce n'est déjà le cas, que nous comprenons relativement bien l'univers et que le modèle dit du Big Bang peut aujourd'hui être considéré comme un modèle de concordance. En effet, tout va bien. Regardez, le paradoxe de Olbers, c'est assez joli. Finalement, il nous rappelle que dans le modèle concurrent du Big Bang le plus simple, c'est-à-dire un univers éternel, statique et homogène, le ciel nocturne devrait être extrêmement brillant. C'est un simple effet d'intégration géométrique, si vous voulez. Les étoiles qui sont plus lointaines envoient moins de lumière sur la Terre, mais sont plus nombreuses. Ça se compense exactement, et il ne devrait pas faire nuit le soir. Et ça montre déjà, eu égard à la relative noirceur du ciel nocturne, enfin tant qu'il n'est pas trop maculé par les Elon Musk et consorts, que le modèle du Big Bang a une légitimité, ne serait-ce que par comparaison à ses concurrents directs. Ensuite, on a bien sûr la récession des galaxies, autrement dit, on observe que les points lointains dans l'univers s'éloignent les uns des autres, et s'éloignent d'autant plus rapidement qu'ils sont effectivement distants, en accord, en quelque sorte, avec l'image d'une grande explosion cosmique. On a la belle concordance des âges, c'est-à-dire que tous les objets que nous observons dans l'univers sont, comme il se doit, moins âgés que l'univers lui-même, lorsque l'on tente d'inférer son âge à partir de sa vitesse d'expansion. C'est-à-dire, vous passez le film à l'envers et vous vous demandez combien de temps vous sépare d'un éventuel instant primitif, et vous vous rendez compte que tout ce qui est autour de nous est effectivement plus jeune que le temps qui nous sépare de cet instant, mais avec une belle diversité. Il y a l'évolution des radiogalaxies. Alors ça, c'est un argument intéressant parce que, essentiellement, ça revient à dire que le simple fait qu'il se passe encore quelque chose dans l'univers à grande échelle est un indice de ce que vraisemblablement nous ne sommes pas très éloignés du moment initial. Sans quoi, le système aurait sans doute relaxé vers l'équilibre et il ne se passerait essentiellement plus rien dans le monde autour de nous. La nucléosynthèse primordiale permet de calculer avec une bonne précision les abondances relatives des éléments légers, et ça c'est très subtil, c'est-à-dire que dans un modèle concurrent du Big Bang, généralement c'est une faillite absolument catastrophique. Le rayonnement cosmologique fossile est très bien expliqué à la fois du point de vue de son spectre en température et du point de vue de son spectre angulaire, donc il vient lui aussi corroborer l'ensemble de l'édifice. Les oscillations acoustiques de baryons montrent que dans le fluide de galaxies, il existe aujourd'hui encore des traces, des empreintes, comme des signes, des ondes de densité qui se déployaient dans l'univers primordial.
Et enfin, des effets de l'antillage gravitationnel, nous y reviendrons, viennent ajouter du grain à ce moulin. Donc, vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, c'est beaucoup mieux que ça, parce que nous disposons de théories. Vous savez, un paradigme, c'est-à-dire une image du monde en quelque sorte, c'est jamais uniquement un lot d'observations convergents. C'est un lot d'observations, mais c'est aussi un modèle qui sous-tend, qui donne sens et qui crée cohérence à partir de cet ensemble d'observations. Alors, la théorie maîtresse en la matière, c'est bien sûr la relativité. Relativité restreinte, d'abord, qui montre que le temps se distend, que le temps peut être dilaté par des vitesses élevées, que l'espace se contracte, qu'on peut littéralement voyager dans le futur, mais qui est surtout intéressante en cela qu'elle est la première théorie de jauge de l'histoire, c'est-à-dire la première proposition scientifique à se fonder sur des symétries. En l'occurrence, invariance des lois de la physique par déplacement dans le temps et dans l'espace. Quand on y réfléchit, c'est un peu la définition d'une loi, n'est-ce pas? Qu'elle soit la même partout et tout le temps. C'est en quelque sorte la condition de possibilité d'une intelligibilité physico-mathématique du réel. Et alors, cette théorie de la relativité, c'est un outil extraordinaire pour construire d'autres théories. Par exemple, si vous prenez la loi de Coulomb, c'est-à-dire la loi fondamentale de l'électrostatique, qu'on peut aussi exprimer sous la forme de l'équation de Poisson, et que vous lui demandez de devenir compatible avec la relativité restreinte, vous obtenez les équations de Maxwell. C'est un peu c'est-à-dire les équations de l'électrodynamique, qui font intervenir des courants, des charges, des champs électriques et magnétiques. Puis, relativité générale, bien sûr. Alors, la relativité générale, ça commence très simplement. Il suffit de se rendre compte que deux objets de masse très différentes, je pense qu'il y a un facteur au moins 10 entre mon feutre et mes clés de voiture. Je n'ai pas de voiture, je l'ai loué pour venir, mais normalement, je n'en ai pas. Quand je les lâche, ils tombent manifestement de la même manière. Ça, c'est l'universalité de la chute libre. Et l'universalité de la chute libre, la manière la plus simple de la comprendre, c'est de se dire qu'en fait, la gravitation n'est pas une force. Qu'en fait, la gravitation est une propriété géométrique de l'espace. Alors pourquoi c'est mieux de le dire comme ça? Parce que, bien sûr, tous les habitants de l'espace voient la même géométrie. Et donc, le fait que la chute soit la même, que vous soyez un objet très massif ou un objet très léger, que vous soyez chargé ou non, que vous soyez rouge ou vert, que vous soyez en réalité dans un champ donné, eh bien ça devient totalement évident dès lors que vous interprétez la gravitation comme un phénomène géométrique. De la même manière, si vous voulez, que deux bateaux très différents suivront les mêmes grands cercles s'ils ont la même trajectoire à la surface de l'océan. Alors la conséquence directe de ça, c'est qu'il faut réécrire le théorème de Pythagore. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore dans l'espace-temps, qui prend une forme un peu plus compliquée, qui encode la géométrie, qui sous-tend l'espace en un lieu donné. Et une fois qu'on a dit ça, il y a deux questions essentielles qui se posent, en fait, et deux questions seulement, en quelque sorte. La première, c'est comment doit-on, eu égard à cette nouvelle vision, réécrire les lois de la physique connues? Et ça, on sait assez bien le faire. Il suffit de faire une petite opération qui a l'air extrêmement simple, c'est de remplacer les D minuscules, comme on les voit ici, par des D majuscules. Alors ça, ce sont les lois de l'électromagnétisme en espace habituel, en espace euclidien, en espace plat. Et ça, ce sont les lois de l'électromagnétisme lorsqu'on les écrit en espace courbe, c'est-à-dire en tenant compte de la gravitation, puisqu'on la réinterprète maintenant comme une courbure de l'espace. Alors pourquoi est-ce qu'on a dû faire un petit changement? Parce qu'en physique, on utilise tout le temps des dérivées. C'est quoi une dérivée? C'est la comparaison de quelque chose à deux moments ou à deux lieux différents. Alors ça, en espace plat, c'est très simple, c'est très facile à faire. Mais dès que l'espace est courbe, c'est compliqué, parce que pour comparer deux choses, il faut les ramener au même endroit. Et en espace courbe, la manière dont on les ramène au même endroit va changer le résultat. Et donc, il faut inventer un objet mathématique qu'on appelle la dérivée covariante, et qui va venir en quelque sorte s'assurer qu'on mesure bien la variation de l'objet qui nous intéresse, et non pas une variation artificielle ou artefactuelle induite par la gravité. Donc, c'est un peu technique, mais ça se fait très bien. Le deuxième point, c'est de se dire, bon, parfait, si je connais donc la forme de l'espace, je sais écrire les lois de la physique. Mais comment connaître la forme de l'espace? Autrement dit, comment puis-je savoir la manière dont une masse donnée va courber l'espace-temps?
Et ça, ce sont les équations d'Einstein, qui là encore sont assez simples formellement. C'est une proportionnalité entre d'une part un objet qui décrit la forme de l'espace, le tenseur d'Einstein, et d'autre part un objet qui décrit le contenu de l'espace, le tenseur énergie-impulsion. Et donc en fait, ce que disent ces équations, c'est que la forme géométrique du monde est une conséquence directe de son contenu. Ça, c'est simplement un système d'équations qui permet de calculer la forme quand je connais le contenu. Donc vous voyez que je peux trouver quel est le bon théorème de Pythagore, c'est ce qui apparaît là, et une fois que j'ai le bon théorème de Pythagore, je peux réécrire les lois de la physique de manière à les rendre compatibles avec la gravité. Bon, tout ça semble donc fonctionner très bien. Alors bien sûr, nous, on veut s'intéresser à l'univers, et l'univers, c'est un système qui est à peu près homogène et isotrope, c'est-à-dire le même en tout point et le même dans toutes les directions. Ça, ce sont des symétries extrêmement puissantes qui vont permettre de simplifier énormément les équations précédentes. Et on va se rendre compte que dans tous les termes de ce théorème de Pythagore généralisé, il n'en reste plus qu'un. Tous les autres sont trivialement égaux à 0 ou 1, juste à cause des symétries de l'univers. Donc j'ai plus qu'un seul terme à calculer, et les équations d'Einstein, ce qu'on vient de voir, la G égale T, vont permettre de calculer le seul terme qui manque. Et ça donne ce qu'on appelle l'équation de Friedmann. L'équation de Friedmann, c'est simplement quelque chose qui permet de trouver la manière dont évolue. Alors cette grandeur petit a, c'est la taille de l'univers, si vous voulez, la distance relative entre deux galaxies, et comment ça évolue en fonction de la densité. Et la réponse, c'est simplement que la vitesse d'éloignement des galaxies varie comme la racine carrée de la densité de ce qu'il y a dans l'univers. Donc c'est relativement simple. Alors ça a des conséquences très claires. Vous avez peut-être déjà entendu dire que dans l'univers, les galaxies s'éloignent sans bouger. Ça sonne comme une aporie, comme un paradoxe. Et en fait, ce n'est pas un paradoxe. Parce que si vous pensez à un échiquier en caoutchouc, là, vous avez deux manières d'éloigner les pièces. Soit vous prenez une pièce et vous la déplacez. C'est la façon facile. Ou alors, vous ne touchez pas aux pièces, mais vous tirez sur le plateau de jeu. Et vous voyez bien que le fou qui est en B2, il reste en B2. Et pour autant, il va quand même s'éloigner du pion qui est à côté, simplement parce que le plateau de jeu est en train de grandir. Et finalement, c'est ça que nous dit l'équation d'Einstein. C'est que l'univers est en train de se dilater, et que l'éloignement des galaxies, ce n'est pas un mouvement propre des galaxies, mais c'est simplement la dilatation de l'espace qui entraîne un éloignement par conséquence des points, des objets, des structures qui se trouvent dans l'espace. Ça permet aussi de comprendre pourquoi on dit souvent que le Big Bang a eu lieu partout à la fois, ce qui là encore paraît très étrange si on raisonne du point de vue de la physique classique, mais qui se comprend très bien dès qu'on met de la courbure. Imaginez que l'univers, ce soit la surface d'un ballon de baudruche. Je dis bien la surface, pas le volume. Et le Big Bang, l'origine de tout, c'est quand le ballon de baudruche est très petit. Soufflez dedans, il grandit. C'est l'expansion de l'univers. Et je vous demande, quel est le point à la surface du ballon qui est le plus près du Big Bang? Vous voyez bien qu'ils sont tous à égale distance du Big Bang, parce que le Big Bang, c'était l'entièreté du ballon quand il était petit. Donc le Big Bang n'a pas eu lieu quelque part dans l'univers. La question est mal posée. Alors quand on va un peu plus dans les détails, ça permet vraiment de reconstruire l'histoire cosmique, c'est-à-dire de calculer, et parfois même de mesurer, la manière dont la taille de l'univers croît en fonction du temps, avec des phases qui sont bien comprises, des augmentations exponentielles, des augmentations comme la racine carrée du temps, des augmentations comme la puissance 2/3 du temps, et tout cela donne naissance au modèle de concordance. Mais alors, ce n'est pas complètement fini, parce que ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que pour calculer la vitesse d'expansion de l'univers, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Le terme qui est là, si vous voulez, c'est le contenu de l'univers. Donc je connais h, c'est la vitesse, je connais la vitesse si je connais le contenu. Donc il faut quand même que je sache, que je dise aux équations d'Einstein ce qu'il y a dans le monde. Ça, elles ne peuvent pas le trouver toutes seules. Et ce qu'il y a dans le monde, c'est exactement ce que va m'expliquer l'autre grande théorie physique, à savoir la physique des particules. Alors la physique des particules, c'est aussi une théorie de jauge. C'est-à-dire que c'est aussi une description de monde qui se fonde sur une symétrie, une invariance. Alors pour la physique des particules, c'est un peu plus compliqué. C'est des symétries un peu plus techniques. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu de maths, mais pour les autres, ça va être très rapide. Eh bien, si on multiplie par exemple un certain objet qu'on appelle la fonction d'onde par un terme de phase,
ben vous voyez que quand on prend le module carré de cette chose-là, ça ne va rien changer. Et donc ça, c'est une liberté qu'on peut se donner. Et si cette phase, on l'autorise à devenir locale, eh bien, il va falloir redéfinir de la même manière le concept de dérivée. Et on va se retrouver aussi avec des dérivées qui sont un peu des dérivées covariantes, mais qui n'ont pas exactement le même sens qu'en relativité générale. Le résultat de cette affaire, c'est que ça marche très bien. On arrive à expliquer les collisions de particules, on arrive à expliquer et même à prévoir l'existence du boson de Higgs, et surtout, ça a des conséquences, pour ce qui nous intéresse ici, ça a des conséquences en cosmologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de raisons de vouloir que dans ces premiers instants, juste après le Big Bang, l'univers ait énormément augmenté. C'est ce qu'on appelle une phase d'inflation. Une phase durant laquelle les distances croissent exponentiellement. Quelque part, on en a besoin pour venir à bout d'un certain nombre de paradoxes. Mais c'est encore beaucoup mieux que ça. Ça permet de rendre compte avec une précision extraordinaire des mesures. Ce que vous voyez ici, c'est essentiellement la mesure des corrélations qu'on trouve dans le rayonnement cosmologique fossile quand on considère des distances plus ou moins grandes sur le ciel. Donc à gauche, c'est les grandes distances, à droite, c'est les petites distances. Ce qu'il faut juste retenir de cette figure, c'est que les points bleus, c'est les mesures, et le trait rouge, c'est le modèle. Vous voyez que la cohérence est absolument stupéfiante. Mais l'ennui, c'est que cette inflation, cette augmentation exponentielle de la taille de l'univers, pendant longtemps, c'était une hypothèse ad hoc. C'est quelque chose qui n'avait pas vraiment d'assise théorique. Et la physique des particules nous donne une réponse. La physique des particules produit des objets matériels, qu'on appelle des champs scalaires, qui vont permettre très naturellement l'existence de cette inflation. Donc vous voyez, il y a une belle complémentarité qui n'est pas seulement technique, mais qui est aussi conceptuelle. C'est-à-dire que ce que l'un postule pour résoudre ces problèmes, l'autre peut venir lui donner une consistance physico-mathématique. Et alors, ce qui est très joli, c'est qu'on en est au-delà de la postulation de l'existence de ces objets bizarres dans l'univers jeune, mais on arrive même à calculer aujourd'hui, et à mesurer, c'est toujours une interdépendance entre le modèle et les observations, la forme précise de ces champs primordiaux. Autrement dit, on sait quelque chose de l'état de l'univers, un milliardième de seconde après le Big Bang. En tous les cas, on le pense. Bon, j'ai fait l'avocat de la défense. Là, je vous ai persuadé, j'espère, que tout va bien. Donc finalement, on peut rentrer chez nous, on a essentiellement compris l'origine de l'univers. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a quand même un certain nombre de petits problèmes. Alors, parmi ces problèmes, la matière noire, dont vous avez bien sûr déjà entendu parler, en particulier à ce festival, en une phrase, l'essentiel de la masse de l'univers est non seulement invisible, mais surtout incomprise. Je dirais même que notre meilleur candidat, les particules dites supersymétriques que je vous aurais sans doute présentées il y a 10 ou 15 ans comme étant presque acquises, ce modèle s'est avéré inexact. Le grand collisionneur du CERN, le LHC, a essentiellement démontré que ça ne marchait pas. Il faut retourner à nos tables d'écoliers et avoir de meilleures idées que, pour l'essentiel, nous n'avons pas à ce stade. L'énergie noire, c'est le terme pudique donné au fait que l'expansion de l'univers est de plus en plus rapide. Vous savez intuitivement que la gravité étant attractive, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ralentisse l'expansion de l'univers. Donc juste soyons bien clairs, l'expansion de l'univers n'est pas un paradoxe, ce n'est pas un problème. C'est une prédiction de la théorie d'Einstein, et c'est ce qu'on mesure. L'univers grandit, tout va bien. Ce qui est un problème, c'est qu'il grandisse de plus en plus vite. C'est l'accélération de l'expansion qui est essentiellement incomprise. Et là encore, si les mesures toutes récentes s'avèrent exactes, c'est plus excitant que prévu, parce qu'une nouvelle fois, notre explication la plus simple, qui était une constante cosmologique, présente dans une version généralisée, disons, des équations d'Einstein, dans la version en fait mathématiquement la plus aboutie des équations d'Einstein, semble ne pas fonctionner. Donc là encore, il va peut-être falloir réfléchir un peu plus profondément. Alors, il y a une question qui est reliée mais différente, qui est celle des fluctuations du vide. Vous savez que le vide n'est pas vide. Il est empli d'un nombre considérable de fluctuations ex nihilo, de paires, de particules et d'antiparticules, dont on est quand même presque certain qu'elles existent, parce qu'on les mesure dans d'autres circonstances. Et il se trouve que ces fluctuations
ne gravite pas. C'est-à-dire ne se couple pas à la gravité, sans quoi l'univers exploserait littéralement. On ne serait pas là. Ce qui est très étrange, déjà, parce que la gravité est universelle. Donc si on trouve quelque chose qui échappe à la gravité, c'est théoriquement un problème. Mais c'est pire que ça. C'est que ces fluctuations que j'ai représentées ici, qui ne gravitent pas, quand on prend les mêmes, mais à l'intérieur d'un noyau, vous voyez que c'est exactement la même chose, mais dans un noyau, cette fois, on est sûr que ça gravite. Parce qu'on peut mesurer le rapport de la masse inertielle sur la masse gravitationnelle pour des noyaux dont la contribution dite des corrections radiatives, c'est-à-dire essentiellement de ce truc bleu que j'ai dessiné là, n'est pas la même. Et pourtant, les rapports sont les mêmes. Donc on sait que ça gravite dans un cas, que ça ne gravite pas dans l'autre. Ça, c'est un très grand mystère. C'est une question ouverte fondamentale de physique théorique qui est bien connue depuis longtemps et qui n'a pas essentiellement de réponse satisfaisante. On a la question de la baryogénèse qui a été évoquée dans un bel exposé, d'ailleurs tout à l'heure, par un doctorant dont j'ai oublié le nom, mais pas le message, qui était très, très beau. Et cette baryogénèse, c'est essentiellement le problème de comprendre pourquoi il reste de la matière. Si vous voulez, au premier ordre, on s'attend à ce que le Big Bang ait créé autant de matière que d'antimatière. Mais vous savez peut-être, probablement, que l'antimatière a cette fâcheuse tendance à s'annihiler avec la matière, à s'auto-détruire en présence de matière. Et donc, essentiellement, tout aurait dû disparaître. Nous devrions à peu près vivre dans un monde de lumière. Et donc, notre simple existence matérielle, le fait qu'on soit là, est un problème pour le modèle du Big Bang. Il y a la question de l'entropie qui n'est pas complètement négligeable. Vous savez, l'entropie, c'est la mesure du désordre. Et cette entropie, elle ne fait qu'augmenter. C'est la seconde loi de la thermodynamique, c'est peut-être la loi physique la plus fiable de toutes, en réalité. Or, si l'entropie ne fait qu'augmenter, sachant qu'aujourd'hui, elle est faible dans l'univers, ça veut dire qu'au départ, elle était extraordinairement faible. Mais ça n'a pas de sens, parce que toute la thermodynamique, la science de la chaleur, est basée sur l'idée que n'importe quel système est presque tout le temps dans l'état le plus probable. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que quelque chose qu'on ne comprend pas en réalité a placé l'état initial de l'univers dans une forme qui est extraordinairement improbable. En fait, quand on dit improbable, ce qu'on veut dire, c'est incomprise. Et une fois qu'on a compris, ce qui était improbable redevient probable. Et puis, on a le problème des singularités. Les singularités, c'est essentiellement le fait que si vous regardez très loin dans le passé, vous calculez des infinis. Et les infinis, ce sont essentiellement des signatures d'une défaillance de la théorie. Si on considère les trous noirs, on a des problèmes aussi, on a des problèmes d'information. Il se trouve que les trous noirs peuvent perdre de la masse quand ils sont légers, par effet Hawking, et en s'évaporant, les trous noirs deviennent amnésiques. Ils oublient ce qui les a formés. Et ça, c'est interdit par la mécanique quantique. Donc c'est un problème. On a aussi une question d'entropie. Alors en fait, l'entropie d'un trou noir est très élevée. C'est facile à comprendre. Oui, bon. Petite expérience de pensée. Vous prenez une boule de matière, d'accord? Et puis vous faites s'effondrer dessus une coquille de lumière dont vous calculez les caractéristiques pour que la boule de matière devienne un trou noir de même taille. C'est très compliqué à faire en pratique, mais théoriquement, c'est toujours possible. Il y a toujours une solution à cette question. Et vous faites l'expérience de pensée. Hop, la coquille de lumière s'effondre, la boule de matière devient un trou noir. Ça, c'est un processus irréversible. Donc, vous avez créé de l'entropie. Donc, le trou noir a une plus grande entropie que la matière initiale. Mais je n'avais pas spécifié dans mon expérience quelle matière j'avais prise. Donc, vous voyez que le trou noir a une entropie plus grande que n'importe quelle matière. Et ça, c'est un problème, parce que l'entropie, c'est du désordre. Mais les trous noirs, c'est des systèmes simples. Pour avoir du désordre là, dans cette pièce, c'est facile, parce qu'il y a je ne sais pas combien, 300 personnes. Si vous vous agitez, on va en avoir un sacré désordre. Mais si la pièce est vide, on ne peut pas avoir de désordre. Et les trous noirs, ce sont essentiellement des objets totalement dépourvus de microstructures. Et donc, on ne comprend pas où est-ce qu'ils stockent leur désordre. Et enfin, on a le même problème qu'en cosmologie, à savoir une divergence de calcul des théories, de la valeur des grandeurs physiques au centre. Et moi, je vais essentiellement vous parler maintenant de ces deux problèmes-là. Alors, j'ai été rapide là parce que je vais y revenir, mais c'est évidemment peut-être les pires problèmes parmi tous ceux que j'ai listés, à savoir l'existence de singularités en cosmologie et en physique des trous. Alors pour ça, il faut revenir
à nos deux théories fondamentales, la physique des particules et la relativité générale, et essayer de les concilier. Parce qu'on a de très bonnes raisons de penser, et l'histoire a montré que c'était presque toujours la bonne solution, que lorsqu'il y a divergence, lorsqu'il y a singularité, c'est parce qu'on ne regarde qu'une seule de ces deux théories. L'autre vient généralement stabiliser celle qui naturellement devenait infinie. Alors regardons ces deux théories d'un peu plus près. Voilà la physique des particules. C'est moche. Bon, franchement, c'est moche. Ce qu'on a écrit là, c'est ce qu'on appelle la densité lagrangienne, c'est-à-dire l'objet mathématique qui permet de calculer les processus dans le monde de l'infiniment petit. C'est quand même assez sale. L'autre théorie, la relativité générale, est légèrement plus élégante. Elle s'écrit comme ça. C'est un peu mieux. Il n'empêche que les concevoir simultanément pose beaucoup de problèmes. Et ça, pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, pas simplement regarder la version compliquée de la physique des particules, mais revenir vraiment à son fondement, c'est-à-dire à la mécanique quantique. Alors la physique quantique, vous savez essentiellement qu'elle montre l'existence de discontinuité dans les variables fondamentales. On dit que le monde est essentiellement discret. C'est un peu comme si, quand on regarde de très près, le travail d'ourdissage du réel se révélait. La mécanique quantique, elle montre que nous n'avons pas le choix. Il faut penser en termes probabilistes, en termes stochastiques. Il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique. Ça, bien sûr, c'est une révolution considérable, parce que ça ne semble pas, même à certains, associé à un manque de connaissances, mais à un comportement qu'on pourrait presque dire, avec 1000 pincettes, j'y reviendrai, intrinsèque à la nature qui est décrite. Mécanique quantique qui laisse entendre que l'ordre des mesures importe. Ça ne commute pas. Autrement dit, ça c'est très en accord avec l'expérience quotidienne. Vous voyez, si je prends mon pointeur et que j'appuie, hop, on a un rond vert. Mais si j'appuie et que je prends le pointeur après, ben, ça ne marche pas. Donc au quotidien, on est habitué à ce que l'ordre de ce qu'on fait importe. Mais en mathématiques, c'est assez rare ça. Et donc il faut réinventer cette structure théorétique dite non commutative. Et puis on a une sorte d'impression, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais de dualité. Bon, ça c'est l'expérience historique des fentes de Young. On envoie des électrons à travers deux fentes, et puis on obtient essentiellement ce que vous voyez à droite. Et en fait, vous voyez que les électrons, on les voit un par un, parce que chaque petit point bleu, c'est un électron. Donc il semble se comporter comme un corpuscule, comme une bille, si vous voulez. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a des franges, il y a des alternances de bandes et puis de sous-densité. Et ça ne peut s'expliquer que si l'électron est une onde qui passe, c'est ça qui est important, par les deux fentes en même temps. Et donc on a cette dualité très étrange qui vient en quelque sorte enrichir notre ontologie fondamentale. Et puis de l'autre côté, on a donc la relativité. Alors je l'ai décrite tout à l'heure de façon un peu technique, mais ça vaut le coup d'y revenir quelques instants de façon plus conceptuelle, plus philosophique si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle nous dit vraiment, cette théorie? En fait, ce qu'elle nous montre, c'est bien sûr que l'espace peut se courber, mais surtout qu'il devient dynamique. Et le fait qu'il devienne dynamique, si vous voulez, ça a un sens très profond en termes d'unification, parce qu'avec Newton, ou Kant, on pensait un espace, enfin un monde, un univers, une ontologie duale. D'une part, il y avait les corps, les objets, vous et moi, la lumière, la matière, les atomes, les molécules. Et d'autre part, il y avait l'espace et le temps comme grandeur absolue, immuable, on pourrait presque dire antéprédicative. Donc il y avait le cadre, l'espace-temps, et puis l'œuvre, la matière, la lumière, tout ce qu'il y a dedans. Ce que comprend Einstein en réalité, c'est que cette disjonction n'est pas correcte. En réalité, l'espace-temps est lui-même un processus physique. L'espace-temps agit sur la matière et est agi par la matière. Ce qui signifie fondamentalement qu'il n'y a plus de structure figée. Nous sommes en quelque sorte des vaguelettes sur un raz-de-marée. Le raz-de-marée, c'est l'espace-temps, qui est très difficile à infléchir, et nous sommes des petites perturbations, mais il n'y a plus de différence fondamentale de nature entre l'espace-temps ou la gravité d'une part et les autres champs physiques
d'autre part. Vous voyez que c'est très joli, en fait. C'est une vision parfaitement relationnelle. Alors, techniquement, l'espace-temps, c'est rigide. Si vous vous souvenez des équations qu'on a vues au début, il y a un G sur C4, c'est un facteur minuscule. Minuscule, ça veut dire que c'est dur de tordre l'espace-temps. C'est pour ça que quand je mets ma main comme ça, vous ne voyez pas l'espace se tordre autour d'elle. Parce qu'il faudra une masse considérable pour qu'effectivement, ça induise comme ça un effet de déformation notable de l'espace-temps. C'est la raison pour laquelle on a mis si longtemps avant de détecter les ondes gravitationnelles. C'est parce que ce sont des choses absolument minuscules. Alors ça, c'est simplement pour vous montrer une autre prédiction de la théorie de la relativité, qui est très importante, celle des trous noirs. Alors les trous noirs, on les avait déjà prédits au XVIIIe siècle, avec Mitchell et Laplace. Enfin, bien sûr, la relativité leur donne une toute autre assise. Et ce que vous voyez ici, ce sont les étoiles. Ce n'est pas une simulation, c'est un vrai film en accéléré, là, bien sûr. C'est les étoiles qui tournent autour du centre de notre galaxie. Et là, où il y a une petite croix, vous voyez qu'il y a une masse qui est très grande parce que les étoiles sont très déviées, environ 4 millions de masses solaires, qui est très sombre parce qu'on ne voit rien, et qui est très petite parce que les étoiles la frôlent sans tomber dedans. Eh bien ça, c'est exactement la définition d'un trou noir. Alors peut-être, vous dites-vous, oui, mais c'est quand même une preuve par défaut, comme toujours. Vous savez qu'on a mesuré le boson de Higgs, on a même donné le prix Nobel pour ça aux inventeurs de la théorie, mais on n'a pas vu le boson de Higgs. On a vu quoi? Ces produits de désintégration. Rien n'est immédiat en physique, tout est média. En fait, une découverte, ce n'est pas voir la chose. Une découverte, c'est avoir un objet qui est prédit par un corpus théorique cohérent et n'avoir pas d'explication alternative convaincante. C'est exactement le cas ici. Donc là, vous voyez bien un trou noir. On observe aussi des grands jets de particules ultra-relativistes qui ne peuvent s'expliquer que par la présence du trou noir, simplement parce que leur énergie est tellement considérable qu'il n'y a rien d'autre de connu qui pourrait permettre ce type de phénomène. Et enfin, on observe des ondes gravitationnelles, donc des petites déformations de l'espace qui apparaissent lors de la rencontre, de la coalescence de deux trous noirs. Voilà. Donc, ce qui est réellement mesuré, c'est ce qui est à gauche, c'est un peu moins beau. Ce qui est à droite, c'est une simulation informatique. Mais vous voyez sur cette simulation ce à quoi ressemblerait la danse macabre de deux trous noirs dans ces derniers instants. Et en fait, ça, c'est une indication extrêmement fiable, parce qu'une fois que les deux trous noirs se rejoignent, eh bien, vous avez une sorte de structure en haricot qui va redevenir sphérique, et la manière dont elle redevient sphérique ne peut s'expliquer que par la relativité. C'est-à-dire qu'il faut un horizon. Un objet matériel ne rendrait pas compte des observations. Donc on a maintenant un grand nombre d'indications indépendantes en faveur de l'existence de ces trous noirs. Et je fais exprès de ne pas vous montrer la belle photo qui est apparue il y a quelques années, qui est un exploit technique. Mais en fait, de mon point de vue, pour ce qui est de vous convaincre de l'existence des trous noirs, c'est de loin le plus mauvais argument. Franchement, je mets une balle de tennis devant un télescope, je vais voir un rond noir. Donc les ondes gravitationnelles sont énormément plus intéressantes du point de vue de l'indication fiable de l'existence des trous noirs qu'une photo qui est intéressante pour d'autres raisons, mais qui n'est pas du tout un argument central quant à l'existence de ces objets. Donc, les ondes gravitationnelles que j'évoquais plusieurs fois, elles ont déjà été évoquées à ce festival, mais je le redis quand même, sont des petites perturbations comme ça de la forme de l'espace qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Alors les trous noirs sont étranges, ça c'est vrai. Ce sont littéralement, ce n'est pas une métaphore, des objets à voyager dans le temps. Si vous avez un trou noir, là, vous vous approchez très près, vous ne rentrez pas dedans, sinon vous êtes perdu, mais vous vous approchez très près en restant à l'extérieur, puis après vous retournez voir vos amis. Pour vous, il s'est passé 5 minutes, dans le reste de l'univers, il s'est passé 5 millions d'années. Vous avez littéralement voyagé dans le futur. Alors, c'est aussi un endroit de paroxysme de la relativité. Par exemple, si vous vous demandez quelle est la vitesse d'un corps quand il rentre dans un trou noir, donc c'est les deux courbes qui sont représentées là, eh bien, si vous regardez de près, le corps rentre dans le trou noir à la vitesse de la lumière. 1, c'est la vitesse de la lumière, la plus grande vitesse possible. Mais si vous regardez de loin, le corps s'arrête à la surface du trou noir. Vous voyez qu'on a deux réponses qui sont on ne peut plus différentes. Un observateur voit la plus petite vitesse et une observatrice voit la plus grande vitesse. Et bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse. Les deux sont corrects dans une acception relativiste.
Alors, autre étrangeté, j'ai réécrit là, le théorème de Pythagore dans l'espace-temps, et puis là, j'ai réécrit le théorème de Pythagore, mais pour un trou noir. Alors, c'est un peu plus compliqué, et vous allez voir qu'il se passe quelque chose de tout à fait remarquable. Dans le théorème de Pythagore, la seule différence entre le temps et l'espace, le temps c'est t, l'espace c'est x, c'est qu'il y a un plus devant le temps et un moins devant l'espace. Il y a juste une différence de signe. C'est ça qui les différencie. Mais alors, le problème pour un trou noir, c'est que quand vous vous rapprochez du centre du trou noir, donc ça veut dire que quand vous êtes dedans, ce terme-là devient plus grand que 1, et donc l'ensemble du crochet change de signe. Mais si ça change de signe, ça veut dire que ce qu'il y a devant t devient négatif, donc le temps devient de l'espace. Et ce qu'il y a devant r devient positif, donc l'espace devient du temps. Ça, c'est quelque chose d'un peu étonnant. Et puis enfin, si vous regardez l'intérieur du trou noir, on peut calculer que pour un trou noir qui ne tourne pas, ce qu'on appelle un trou noir de Schwarzschild, en fait, il y a bien une singularité, c'est-à-dire une divergence, mais cette singularité, elle se présente non pas comme un lieu qui est spatialement déterminé, mais en quelque sorte comme l'achèvement du temps. Et là encore, ce n'est pas une métaphore. Ça, c'est un diagramme de Penrose, Roger Penrose, prix Nobel de physique, et pas exactement un rigolo. Et vous voyez que sur ce diagramme, eh bien, la singularité, c'est une ligne horizontale. Mais le temps, il est vertical ici. Donc une ligne horizontale, ça veut dire que sur l'axe du temps, paf, on s'arrête, on n'a pas le droit d'aller plus loin. Bon, il est temps d'en venir au cœur de notre argument. On a la mécanique quantique, la physique des particules, qui marche très bien. On a la relativité générale, la théorie de la gravitation, qui marche très bien. Pourquoi vouloir les considérer simultanément? Je vous ai déjà donné le premier argument. Essayez de résoudre le problème des singularités. Deuxième argument, essayez de trouver des conditions initiales pour l'univers. Ça, c'est intéressant même philosophiquement parce qu'on oublie parfois que la physique ne prédit rien sans la donner de conditions initiales qui sont extérieures et antérieures à l'expérience considérée. Soyons clairs. Imaginez que je jette mon stylo. Imaginez que vous connaissez très bien les lois de Newton. Trouvez où il va atterrir. Et il vous manque une donnée. Il faut que je vous dise comment je le lance. Ici, je vous dis comment je le lance. Oui, vous pouvez calculer où il va arriver. Mais le comment je le lance, à quel endroit et avec quelle vitesse, ça, c'est une donnée extérieure. C'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Et bien sûr, étant donné qu'il n'y a ni extériorité ni antériorité au système univers, la question de ces conditions initiales est particulièrement épineuse et relève de la gravitation quantique. On a également le problème donc, de l'évolution finale des trous noirs. Je vous disais que les trous noirs soumis à la mécanique quantique vont devenir de plus en plus petits, s'évaporer, 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 jusqu'où? Est-ce que ça s'arrête à un moment? À quel moment? Et pour quelle raison? On a le problème de l'unification des interactions parce que la relativité générale d'Einstein n'est pour l'instant pas écrite correctement dans le formalisme de la théorie quantique des champs qui permet de décrire la physique des particules élémentaires. Donc on a, si vous voulez, de manières en quelque sorte d'écrire les choses qui sont intrinsèquement incompatibles. Il y a le problème de l'inconsistance des théories semi-classiques, c'est-à-dire que même si on se dit je fais les choses un peu à moitié, voilà, j'essaye de faire quelque chose qui est juste un peu quantique, bah, même comme ça, on arrive quand même à des paradoxes. Donc même dans ce régime-là, on a besoin d'une compréhension quantique fondamentale de l'espace-temps. Et pour illustrer tout ça, je vous donne juste un exemple, c'est ce qu'on appelle le problème du temps. Alors le problème du temps, c'est très simple. En relativité générale, le temps n'existe pas. Alors, le temps n'existe pas, ça ne veut pas dire que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de distinction fondamentale entre l'espace et le temps, que c'est un choix arbitraire de coordonnées. Pour faire chic, on appelle ça l'invariance par difféomorphisme. Alors qu'en mécanique quantique, ce n'est pas du tout le cas. Quand vous quantifiez une théorie, eh bien, vous remplacez l'espace par des opérateurs, c'est une opération mathématique violente, et vous ne touchez pas au temps. Vous voyez qu'en mécanique quantique, le temps et l'espace ne sont pas du tout traités de la même manière. Il y a, du point de vue quantique, une différence fondamentale, ontologique, structurelle entre l'espace et le temps. Alors que la relativité nous dit l'espace et le temps, c'est la même chose. Même la relativité restreinte. Je me mets en mouvement, je change de l'espace en temps et du temps en espace. Donc vous voyez que les deux théories sont même ontologiquement incompatibles. Alors on a de bonnes raisons de croire que les échelles auxquelles on a absolument besoin de les considérer ensemble sont données par ce qu'on appelle les grandeurs de Planck. Et je voudrais vous montrer que c'est quelque chose d'assez extrême. La longueur de Planck, par exemple,
10 puissance moins 33 cm. Bon, comme ça nous parle peut-être pas beaucoup. Il faut bien se rendre compte que le rapport entre la longueur de Planck et les plus petites échelles qu'on arrive à voir dans le meilleur microscope du monde, c'est-à-dire le LHC, le grand accélérateur de Genève, c'est un microscope. Hein. Donc c'est ce qu'on fait de mieux, d'accord ? Donc le rapport entre là où on voudrait aller et là où on est comparable, il est même en réalité supérieur au rapport entre la taille de notre planète et la taille de la galaxie. Une autre manière de le dire, c'est que le rapport est là encore comparable au rapport entre la taille d'un grain de sable et la distance à la planète la plus éloignée du système solaire. Ceci pour vous montrer qu'on est très 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 loin de voir ce qui se passe à l'échelle de Planck, et donc il faut essayer d'être inventif pour sonder cette physique sans pouvoir directement la mettre à l'épreuve. Alors le problème, c'est que c'est dur en plus. Pourquoi c'est dur ? Parce qu'il y a des théorèmes, en l'occurrence le théorème de Lovelock, qui nous expliquent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déformer impunément la théorie d'Einstein. Et oui, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est magnifique. Elle est très belle, elle est très élégante. Du point de vue géométrique, elle est presque indépassable. Et au-delà de cet attrait esthétique, on a vraiment des raisons mathématiques de comprendre que c'est très difficile d'avoir une autre théorie gravitationnelle que celle-là. Alors on a des idées pour la rendre quantique, mais aucune n'est tout à fait satisfaisante. Donc je les nomme sans les décrire. On a des approches qu'on appelle perturbatives. Alors ça, on sait faire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Approche perturbative, ça veut dire que si les effets quantiques sont minuscules, à peu près tout le monde est d'accord, et ça, on sait le calculer. Mais en même temps, quand ils sont minuscules, précisément, on s'en fiche un peu. C'est là où ils ne sont pas intéressants. Alors par exemple, on va calculer que la déviation de la lumière par une étoile, si on tient compte des effets quantiques de la gravité, ce n'est pas exactement la même. Mais la différence d'angle est tellement petite que c'est totalement exclu de pouvoir le mesurer. Donc on sait le faire, ça, mais en même temps, on s'en fiche un peu. Après, il y a des approches qui consistent essentiellement, c'est les deux premières en réalité, à essayer de tenir compte de manière effective de tout ce qui se passe à très petite échelle. Donc ça, on sait un peu le faire, mais pas complètement, parce que bien sûr, si on savait toujours le faire, ça ne serait pas la peine d'aller voir ce qui se passe. Donc c'est un peu des approches du pauvre qui ne permettent pas de conclure. On a des approches plus exotiques, la sécurité asymptotique par exemple, c'est une idée de Weinberg, qui est le père de la physique des particules, qui cherche ce qu'on appelle des points fixes ultraviolets non triviaux. Ça ne marche pas très bien non plus. Les intégrales de chemin, ça on peut comprendre intuitivement ce que c'est, ça vient de la mécanique quantique de base. La mécanique quantique de base, on se dit que pour savoir comment une particule va de là à là, en tenant compte des effets quantiques, on va sommer comme ça toutes les trajectoires possibles en les pondérant par leur probabilité. Ça marche, on sait faire. Sauf que si on veut faire pareil en gravité quantique, on ne va pas sommer sur des trajectoires simples comme ça. On va sommer sur des configurations géométriques. Donc là, concrètement, j'écris une intégrale sur des métriques. C'est sympa, mais on ne sait absolument pas le calculer. Donc finalement, ce n'est pas très utile. Et puis, les deux dernières propositions, c'est celles vers lesquelles je vais m'attarder dans le quart d'heure qui me reste. C'est la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle, qui sont sans doute les plus prometteuses. Alors, on sait quand même faire des trucs. Voilà. Par exemple, on peut essayer de faire un peu de mécanique quantique dans le champ gravitationnel newtonien. C'est-à-dire, j'oublie Einstein, je reviens à la physique de Newton et j'écris l'équation de la mécanique quantique, ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Ça, je sais le faire. Je sais la résoudre. On l'a même mesurée à Grenoble. Il y a des choses assez marrantes. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu de physique au-delà de ce que je raconte, vous remarquez que là, la masse ne se simplifie pas. Donc c'est assez rigolo parce que la base de la gravité, c'est que tout le monde tombe pareil, en fait. Là, tout le monde ne tombe pas pareil. Une particule quantique, même dans le champ gravitationnel newtonien, en fait, deux particules ne vont pas tomber pareil suivant leur masse. Donc il y a déjà des phénomènes qui sont assez intéressants, mais ça, on comprend. Après, on peut essayer de se dire, je ne sais pas quantifier la gravité, mais je peux quand même essayer de faire vraiment des trucs très quantiques, quantique hardcore, théorie quantique des champs, dans le champ gravitationnel d'Einstein maintenant. Donc, vous comprenez l'idée, je ne suis pas encore capable de quantifier la gravité elle-même, mais je fais de la mécanique quantique dure dans le champ gravitationnel einsteinien. Ça, on sait un peu faire. Et le meilleur résultat de ça, c'est le fait que les trous noirs s'évaporent. Une conséquence directe de ça. Et la température calculée par Hawking, c'est une belle formule, parce que c'est une des seules de physique où vous avez en même temps la constante de Planck, qui est la présence du quantique,
la vitesse de la lumière, qui est la présence du relativiste, la constante de Boltzmann, qui est la présence du statistique, et la constante de Newton, qui est la présence du gravitationnel. Vous voyez que c'est vraiment un phénomène qui convoque beaucoup de physiques différentes et qui est très contre-intuitif. Les trous noirs ont une capacité calorifique négative. Ce que ça veut dire en clair, c'est que si vous avez un trou noir, là, il rayonne de l'énergie, et ce faisant, il se réchauffe. C'est bizarre. Un morceau de métal, quand il rayonne de l'énergie, il se refroidit. Le trou noir, quand il rayonne de l'énergie, il se réchauffe. Donc ça veut dire que ça va donner naissance à des comportements de type explosif. Bon. Ok, on a à peu près confiance là-dedans, même si on ne l'a pas vraiment vérifié expérimentalement. Et maintenant, on va aller au-delà, c'est-à-dire faire de la vraie gravité quantique, où on essaye quand même de vraiment rendre quantique le champ de gravitation, c'est-à-dire le champ d'espace lui-même. Alors ça, la première réaction, c'est de se dire, faisons comme d'habitude. On sait le faire en physique des particules, on n'a qu'à faire pareil. Et ça ne marche pas de faire pareil. Parce qu'on a une astuce en physique des particules qu'on appelle la renormalisation. En gros, quand on a un infini qui apparaît, on le soustrait, et ça oblige à mesurer un paramètre expérimentalement. C'est pas super propre, quoique maintenant ce soit assez bien compris, mais ça marche. Le problème en relativité générale, c'est que pour faire pareil, il faudrait mesurer une infinité de paramètres. On appelle ça la non-renormalisabilité de la relativité générale. Évidemment, on ne pourra jamais mesurer une infinité de paramètres. Ça veut dire que si on essaye de se satisfaire des paradoxes comme en physique des particules, on tombe sur une théorie qui est non prédictive. Alors la grosse formule moche que j'ai écrite là, c'est juste pour dire que, en fait, à une époque, les physiciens et physiciennes se sont demandé si, en fait, en faisant vraiment le calcul, est-ce qu'il n'y aurait pas des compensations miraculeuses entre des termes très compliqués qui fait qu'on tombe quand même sur quelque chose de renormalisable. La réponse est non. Les gens ont fait le calcul, ça marche pas. Bon, il faut être plus intelligent. Alors, il y a des approches historiques. Là, c'est pareil, j'ai écrit l'équation, c'est pas du tout pour nous faire peur, c'est pour dire qu'en fait, on sait écrire plein de trucs qu'on ne sait pas manipuler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Wheeler-de Witt. C'est une très belle équation. Les physiciens et physiciennes, théoriciens et théoriciennes vous disent généralement « Ah oui, l'équation de De Witt, elle est très élégante. » Mais en fait, on ne sait rien en faire. C'est une équation qui est strictement non prédictive. Donc, elle n'est pas satisfaisante pour vraiment faire de la gravité quantique. Si on veut aller au-delà, il faut trouver quelque chose qui est clairement prédictif. Donc, la première hypothèse que je vous décris sur vous inquiétez pas, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, mais je pense que les préliminaires étaient l'essentiel. Eh bien, c'est la gravitation quantique à boucle, inventée par Carlo Rovelli, Lise Moline et quelques autres. Alors, l'idée, elle est assez simple. On va prendre des surfaces, des hypersurfaces, c'est-à-dire des volumes. Et puis, on va définir une géométrie sur ce volume, c'est ça la métrique. On va se donner la forme que ça a. On ne l'invente pas, calcul, la forme que ça a. Et puis, on va chercher une variable qui est conjuguée à celle-là. Parce qu'en mécanique quantique, c'est toujours ce qu'on fait. On cherche deux variables qui vont ensemble, s'il vous plaît. Eh bien, la variable conjuguée, on sait la déterminer. C'est un peu technique, peu importe. La dérivée de Lie, c'est la courbure extrinsèque. Bref, on sait ce que c'est. On a les deux variables conjuguées gravitationnelles. Mais là, ça, évidemment, on n'avait pas besoin de Rovelli. Einstein lui-même avait déjà essayé ça. C'est là que ça bloque. Normalement, ça ne marche plus là. On ne sait plus faire à ce moment-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'autres variables, et ça, c'est quelque chose qui a été inventé il y a une trentaine d'années par H.T. Carr, qui a réussi à réécrire la relativité générale dans un formalisme où elle ressemble à la physique des particules. Paf, on change, on utilise les variables de H.T. Carr. Et ça va permettre de définir ce qu'on appelle un espace de Hilbert. Alors derrière les mots, là encore techniques, il y a une idée toute simple. C'est qu'en mécanique quantique, on calcule tout le temps des probabilités. Et pour faire des probabilités, il faut faire des produits scalaires. Produit scalaire, c'est j'ai deux flèches, je prends une flèche et je la rabats sur l'autre. Je prends une flèche et je la rabats sur l'autre. C'est juste ça un produit scalaire. Avec les flèches, on sait faire. Avec les métriques, on ne sait pas faire. Et l'intérêt de ces nouvelles variables, c'est que ce sont des variables dans lesquelles on sait faire des produits scalaires et donc on peut calculer des probabilités et donc vraiment une évolution de type quantique. Bon. Et puis après, on fait une quantification usuelle, on remplace des crossettes de poissons par des commutateurs. Bon, ça, c'est l'aspect technique qui n'est pas intéressant. Alors ça donne une théorie. Et l'intérêt, c'est que cette théorie, elle a été récemment, toujours par Rovelli d'ailleurs, essentiellement retrouvée d'une manière complètement différente, qu'on appelle la manière des réseaux de spin, et qui, là encore, est très inspirée de la physique des particules. Le groupe de symétrie n'est pas le même, mais c'est quelque chose qu'on connaît bien quand on essaye de décrire l'interaction forte en physique des particules.
Donc je ne vous explique bien évidemment pas les détails, mais retenez qu'on a une théorie qui est à peu près cohérente. Alors Carlo aime bien dire qu'une bonne théorie doit pouvoir s'écrire sur un t-shirt. Donc il a écrit les équations de la gravité quantique à boucle sur un t-shirt, mais enfin bon, c'est un grand t-shirt quand même. Et puis, bon, quand on regarde après les articles de recherche, on se rend compte que c'est quand même un peu plus compliqué qu'un t-shirt. Mais enfin, on sait faire. Et du point de vue conceptuel, ce qui nous intéresse ce soir, l'idée, c'est vraiment, telle que Smolin l'a écrite, d'essayer d'être conceptuellement économe. Est-ce qu'on peut construire une théorie de gravité quantique qui n'utilise que des principes qui ont été expérimentalement vérifiés? Et on essaye de ne pas faire d'hypothèses extravagantes. Et on va essayer de pousser cette symétrie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que toutes les coordonnées sont les mêmes jusqu'à la plus haute énergie possible. Et la conséquence intuitive de ça, c'est l'apparition de ce qu'on pourrait appeler des petits atomes d'espace. Alors vous savez que dans la table, là, si je regarde de très près, je vais trouver des atomes. Les atomes, c'est en quelque sorte les constituants fondamentaux de la matière. Pas tout à fait vrai, parce que dans les atomes, il y a encore des protons, des quarks, etc. Mais peu importe. L'idée, c'est qu'à un certain moment, j'arrive aux constituants fondamentaux. Eh bien, ce que nous dit la gravité quantique à boucle, c'est que même un espace vide, en fait, on doit le penser comme étant considéré de petits atomes d'espace. Alors, l'intuition doit être prise avec un peu des pincettes quand même, parce que ce sont des atomes d'espace qui évoluent de façon quantique, c'est-à-dire de façon probabiliste. Ça a des conséquences concrètes. Demandons-nous ce que ça change pour l'histoire de l'univers. Alors, la courbe qui est là, essentiellement ici, en ordonnée, c'est le temps, et en abscisse, c'est la taille de l'univers. Ce qui est vert, c'est la relativité générale, c'est ce que nous dit Einstein. Ce qui est rouge, c'est ce que nous dit la gravité quantique. Alors, on interprète. Aujourd'hui, le temps est grand, l'univers est grand, on est là. Et vous voyez que la courbe rouge et la courbe verte sont superposées, ça tombe bien. La relativité générale, ça marche. La théorie de gravité quantique redonne pareil que la relativité générale. C'est nécessaire, parce que ça marche très bien, la relativité. Donc si on trouvait autre chose, ça ne fonctionnerait pas. Maintenant, je remonte dans le passé. Donc je remonte dans le passé, l'univers est de plus en plus petit. Jusque-là, ça coïncide, et puis ça commence à décoïncider. C'est-à-dire que là, vous voyez que la relativité générale, elle suit la courbe verte, et au bout, elle arrive à zéro. Zéro, c'est la singularité, tout explose. En revanche, la courbe rouge, elle ne suit plus la courbe verte. Elle fait quelque chose comme ça. Et elle ne passe jamais par zéro. Autrement dit, elle n'est jamais divergente. Elle n'est jamais singulière. Et là, ce que vous voyez apparaître, c'est l'image d'un rebond. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une phase dans le passé de contraction de l'univers, suivie aujourd'hui par une phase d'expansion de l'univers. Mais en fait, il y a aussi une solution des équations d'Einstein en contraction. Elle existe en relativité générale. Simplement, en relativité générale, la contraction ne peut pas être reliée avec l'expansion. Entre les deux, le monde s'arrête, tout explose. Ce que fait la mécanique quantique, c'est une sorte d'effet tunnel, pour ceux qui connaissent ce vocable. Autrement dit, on va relier une solution classique expansion avec une solution classique contraction. Voilà essentiellement l'idée fondamentale de la théorie. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vous épargne ce qui est écrit là. Le message en une phrase, c'est qu'il y a eu beaucoup de tests théoriques qui ont été faits, qui permettent de dire que la théorie est sous contrôle. Mais ça, ce n'est pas du tout un argument pour dire qu'elle est juste. Ou plus exactement, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. D'accord ? La théorie est en accord avec elle-même. Ça vous paraît peut-être trivial, et bien en fait c'est rarement le cas. En gravité quantique, la plupart des théories qui ont été essayées se sont avérées auto-incohérentes. Celle-là semble être cohérente. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est juste. Ça veut simplement dire qu'elle est digne d'être considérée avec intérêt. Je vous donne un seul exemple de conséquences concrètes de cette théorie au-delà de l'image du rebond. Alors, il faut prendre 30 secondes pour expliquer ce petit dessin qui est super joli. Ce qui est représenté là, c'est une densité d'énergie. En abscisse, c'est l'énergie potentielle. C'est l'énergie potentielle, je monte la bille. Et en ordonnée, c'est l'énergie cinétique, c'est-à-dire, en gros, la vitesse quand je la lâche. En vrai, c'est des racines carrées, mais on s'en fout. Aujourd'hui, là, l'univers est grand, donc la densité d'énergie est très faible. Il n'y a plus grand-chose dans l'univers, donc l'énergie par unité de volume est toute petite, on est au centre. On est au centre. Et puis le cercle rouge, là, c'est la densité d'énergie maximum. Quand est-ce que la densité d'énergie était maximum ? Au moment du rebond, quand l'univers était ultra dense. Et la question est, à ce moment-là, est-ce que l'univers était dominé par le terme potentiel ou par le terme cinétique ? Alors ça, ce sont des trajectoires aléatoires. Et il se trouve que quand on fait le calcul, c'est ça qu'on obtient.
ce n'est pas du tout des trajectoires aléatoires. C'est-à-dire que dans ce modèle-là, on peut calculer que la proportion d'énergie cinétique et d'énergie potentielle dans l'univers au moment du rebond n'est pas arbitraire. Ça, c'est remarquable. Parce que ce que ça signifie concrètement, c'est que la durée de cette phase d'inflation que j'évoquais tout à l'heure, elle est contrainte. On utilise une grandeur qu'on appelle l'e-fold en physique. Si vous voulez, en relativité générale, ça peut valoir n'importe quoi entre 1 et 1000 milliards. N'importe quoi entre 1 et 1000 milliards. Ce n'est pas prédit par la théorie d'Einstein. Tout ce qu'on sait expérimentalement, c'est qu'il faut un peu plus que 60. Et dans cette théorie-là, on calcule qu'on a une distribution de probabilité avec un pic qui est autour de 140. Donc la durée de l'inflation devient quelque chose qui est prédit et qui a la bonne idée d'être en accord avec les contraintes observationnelles. Donc l'image, c'est celle-là, une phase de contraction de l'univers, un grand rebond, une expansion inflationnaire, et ensuite la phase usuelle du cosmos. Alors, dernière petite étrangeté de cette théorie, on n'en est pas tout à fait sûr, parce que ça, c'est plus difficile à évaluer, mais il semblerait qu'au voisinage du rebond, c'est-à-dire ici, en réalité, le temps devienne de l'espace. C'est-à-dire que la théorie devienne purement euclidienne et que le temps, stricto sensu, disparaisse. Alors ça, c'est vraiment pas mal parce que c'est quelque chose que Hawking, par exemple, avait postulé pour des raisons techniques, parce que dans les vieux modèles de gravité quantique, ça avait des vertus mathématiques. Et chez nous, ce n'est pas une hypothèse, c'est vraiment une conséquence dynamique de l'évolution de la théorie. Et ça pose des questions philosophiques très intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire que penser l'évolution quand il n'y a plus de temps? Mathématiquement, on sait à peu près faire des calculs, mais ces calculs ont-ils un sens? Ça, ce sont des questions qui sont encore entièrement ouvertes. Alors, je voudrais utiliser mes 5 dernières minutes pour vous parler de la théorie concurrente, à savoir la théorie des cordes. Alors la théorie des cordes, c'est essentiellement l'idée que les constituants élémentaires ne seraient pas des points, comme on le considère d'habitude, mais plutôt des structures filiformes, des petits élastiques quantiques. Cette théorie des cordes, c'est une belle théorie d'unification. C'est-à-dire que toutes les particules pseudo-élémentaires qu'on connaît aujourd'hui, ils sont réinterprétées comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales, à l'histoire d'une corde de violon qui, suivant la position des mains sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. L'ennui, bien sûr, c'est que pour arriver à ce résultat, il faut, à la différence de la gravitation quantique à boucle, faire des hypothèses très lourdes, et en particulier l'existence de dimensions supplémentaires qui se dérobent à notre regard. Il se trouve que ces dimensions supplémentaires invisibles, il faut les compactifier comme ça, les recroqueviller sur elles-mêmes. Et quand on tient compte de toutes les manières de les compactifier et de ce qu'on appelle les flux magnétiques généralisés qui les traversent, on arrive à un nombre extraordinaire, peut-être 10 puissance 500, lois physiques différentes qui sont compatibles avec la théorie des cordes. Donc ça a un peu laissé entendre qu'il y avait une perte de prédictivité. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, et je voudrais vous faire part de ce qu'on appelle le programme du marécage. Alors, ce qui est représenté ici, c'est un espace de théorie. C'est-à-dire que chaque point ici dans cette ellipse, ce n'est pas un lieu physique, c'est une théorie physique différente. C'est ce qu'on appelle le paysage des théories physiques engendrées par la théorie des cordes. Et la nouvelle très intéressante, c'est qu'il semblerait qu'une grande partie de ce qu'on croyait être le paysage est en réalité le marécage. Le marécage, ça veut dire que ce sont des théories qui avaient l'air d'être consistantes, mais qui ne le sont pas quand on les regarde mieux, en particulier quand on les pousse à haute énergie. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que la zone utile devient beaucoup plus petite. Et ce que je trouve remarquable, c'est que dans certaines versions de ce programme, il semble qu'un univers en croissance exponentielle, à peu près ce qu'on voit aujourd'hui, soit dans le marécage. Alors ça, c'est très fort, parce que le vrai monde, probablement, existe, n'est-ce pas? Et donc, si le monde existe et que la théorie dit que ce monde n'existe pas, c'est que la théorie est fausse. Et donc, c'est assez intéressant, parce qu'en réalité, il se pourrait, au conditionnel, que la théorie soit mise sous tension ou soit testée alors qu'elle parle de l'infiniment petit, grâce aux observations quant à l'infiniment grand sur la manière dont l'univers est en train de s'expandre. Une autre conséquence intéressante des idées des cordes, c'est mon dernier slide sur cette question, c'est le concept de multivers.
je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Il suscite parfois une sorte de réaction épidermique chez les physiciens. Il n'y a pas de quoi, en réalité. Pourquoi? Parce que l'inflation que j'évoquais tout à l'heure va très naturellement générer un multivers. Et imaginez, pour faire simple, que vous avez un truc qui fluctue. Si ça fluctue vers le bas, vous sortez de l'inflation, ça fait un univers comme le nôtre. Si vous fluctuez vers le haut, vous continuez à être en inflation. Et vous avez une chance sur deux. Vous voyez tout de suite que l'inflation ne va jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce que là où il y a inflation, l'espace grandit exponentiellement. Alors que là où vous avez fluctué vers un arrêt de l'inflation, ça s'arrête. Donc vous avez par construction exponentiellement plus d'endroits qui sont en train de grandir que d'endroits qui ne sont pas en train de grandir. Ça donne naissance à ce que vous voyez ici. Il faut arrêter d'appeler ça des vues d'artistes. C'est des illustrations. Jamais un artiste fera un truc aussi moche. L'art, c'est pas ça. Non mais c'est vrai, ça m'énerve. C'est hyper insultant pour les artistes. C'est des illustrations, c'est pas des vues d'artistes. Donc c'est ce que vous voyez dans cette illustration. Ça, c'est l'image de ce qu'on appelle l'inflation éternelle avec ses bulles de monde. Et la théorie des cordes, si elle est correcte, ce qui n'est pas avéré, va remplir ou structurer chacun de ces mondes avec des lois physiques différentes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment une nouvelle strate de diversité. Et ça explique des choses. Par exemple, pourquoi les lois de la physique semblent-elles si bien appropriées à notre existence? Vous savez que notre, ce n'est pas les humains, c'est les structures complexes en général. En fait, si vous changez un peu les lois de la physique, il semblerait que l'univers soit chiant à mourir. Il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de complexité, plus de chimie, plus d'étoiles, plus de gaz, etc. Soit on a eu une sacrée chance, soit en fait il y a juste plein d'univers. Et donc c'est tout à fait normal que quand vous jouez une infinité de fois au loto, de temps en temps vous gagnez. C'est pas du tout miraculeux. Et ici on est bien sûr dans un univers gagnant, parce que dans les univers perdants, il n'y a personne pour se demander pourquoi les univers sont perdants. Il n'y a pas de structure complexe. Alors, ce qui est important, c'est que le multivers, ce n'est pas une théorie, c'est une conséquence de théorie, et en ce sens, ça reste falsifiable. Parce que même si vous ne pouvez pas aller visiter ces autres mondes, sinon bien sûr, ils feraient partie de notre monde, par définition, vous ne pouvez pas y accéder, mais il n'a jamais été nécessaire de vérifier toutes les prédictions d'une théorie pour qu'une théorie soit scientifique. La preuve, la relativité prédit ce qui se passe dans les trous noirs, et pourtant, on n'a jamais été vérifié, et on n'ira jamais vérifier. Donc, ce n'est pas nécessaire que tout soit falsifiable. Mais si la théorie venait à être ici exclue, toutes ses conséquences, y compris le multivers, s'évanouiraient avec elle. A contrario, si la théorie venait à être ici corroborée, il y aurait quelque chose de l'obstination, voire de l'obscurantisme, à lui dénier sa conséquence multivers, qui apparaît naturellement et qui permet de répondre à certaines questions. Donc le principe anthropique qui est parfois évoqué, ne vous méprenez pas, ce n'est pas du tout un principe téléologique, c'est-à-dire finaliste, pas du tout, c'est un principe de précaution. Ça veut simplement se dire, regardez, c'est bizarre quand même, tous les poissons de l'univers se disent, comment ça se fait qu'il n'y a que de l'eau dans l'univers? Il n'y a pas que de l'eau dans l'univers, c'est que là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poisson. Donc il y a un biais, quand vous êtes un poisson, vous êtes forcément dans l'eau. Bien de la même manière, il se pourrait que notre univers ne soit pas représentatif du multivers. C'est de la science parfaitement orthodoxe. Et puis, c'est une évolution qui est quand même assez globale. Après avoir été géocentré sur la Terre, héliocentré sur le Soleil, cosmocentré sur l'univers, et entre-temps galactocentré sur la galaxie, notre vision devient peut-être strictement acentrique, et ça constituerait, disons, une nouvelle blessure narcissique après Copernic, Darwin et Freud. C'est notre univers lui-même qui serait réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Je vous prends encore 2 minutes, promis, pas plus, pour finir sur une petite question de société, mais on la réévoquera demain à 13h, enfin à partir de 13h et toute l'après-midi. Je veux quand même dire 2 minutes de commentaires à la fin sur la science face à la catastrophe. Vous savez que nous sommes dans une situation d'effondrement civilisationnel, effondrement de la vie. On a déjà détruit les 2/3 des êtres vivants de cette planète, donc ce n'est pas pour demain, c'est déjà fait. Effondrement des conditions d'habitabilité de la Terre, ce qui n'est pas exactement un détail, mais aussi, me semble-t-il, effondrement de la beauté, du sens, de la puissance d'être, de la décence et du droit international. Et je crois que dans cette situation, la question ne consiste pas à faire des bilans carbone. On peut en faire, bien sûr. Mais ce n'est pas la grande réponse à notre grande question. La grande question, c'est de nous interroger sur la finalité. Qu'est-ce qu'on veut?
Dans quel monde veut-on habiter? Et ça va nous obliger à trahir l'inertie systémique et à mettre en place ce que j'appellerais une révolution poétique, c'est-à-dire une remise au centre des dessins, les valeurs qui sont véritablement signifiantes. Et je voudrais donc quand même dire, pour contraster, je pense, avec l'ensemble des autres orateurs et oratrices, que la science, c'est peut-être ça, mais ce n'est pas seulement ça. Je suis, en ce qui me concerne, un peu fatigué et désenchanté avec la science des grosses machines. J'en ai ras-le-bol des grosses machines. Elles apportent des connaissances, mais bien sûr qu'elles apportent des connaissances. Là, si je casse le plancher pour voir ce qu'il y a en dessous, je vais gagner de la connaissance. En effet, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Je vais apprendre quelque chose. Mais est-ce une raison pour casser le plancher? On ne peut pas tout justifier au seul motif qu'on va peut-être apprendre quelque chose. Et je dirais en vraie conclusion, cette fois, que quand même, dans l'effondrement actuel, la responsabilité de la technoscience est double. Il y a une responsabilité directe, c'est-à-dire les externalités usuelles, pollution, émissions de CO2, connivence aussi, et assez souvent avec des entreprises à vocation militaire. Mais il y a également une responsabilité qui est indirecte, qui est ce que j'appelle l'assèchement du réel. On en est arrivé à un point où ce qui n'est pas scientifique nous paraît ne pas exister. Ça n'a aucun sens. C'est dramatique de voir les choses comme ça. D'ailleurs, Sylvain, tu es encore là. Sylvain Chatti, voilà, sa très très belle conférence tout à l'heure, a conclu, c'était mon seul point de désaccord avec toi, donc j'en parle, hein, parce que sur tout le reste, on est évidemment plus que d'accord, et ce que tu as fait était génial, mais c'était d'un seul coup de s'attrister presque aux larmes, quoi, hein, quand même, que nos dirigeants ne soient pas bons en physique, quoi. Mais on s'en fout, ils n'ont pas besoin d'être bons en physique, c'est pas à ça qu'ils ont à répondre. Et on nous dit qu'Angela Merkel a eu un doctorat de sciences, et alors? Vous avez vu l'état de l'Allemagne? Vous avez vu comment elle se positionne par rapport au droit international? C'est bien la preuve qu'être bon en physique, ça ne fait pas de vous un bon dirigeant. Le monde ne se réduit pas à la science. Et donc, en ce qui me concerne, je conclus en disant que je ne suis pas du tout pour qu'on arrête de faire de la physique, je vais continuer à faire ce métier, mais moi j'aimerais bien une physique plus poétique. Regardez la physique quantique. Aujourd'hui, tout le fric passe dans des ordinateurs quantiques. Des ordinateurs quantiques qui, s'ils marchent, et même pas certains, vont faire quoi? Vont contribuer à la merde et vont évidemment accélérer le désastre. Alors qu'en physique quantique, il y a des choses passionnantes à regarder. Il y a des nouvelles interprétations qui sont en train d'émerger, qui nous montrent que peut-être la même fleur peut être bleue pour une guêpe et verte pour une abeille. Une vision complètement relationnelle qui serait une arme de renouveau ontologique et métaphysique absolument sublime. Mais tout le monde s'en fout. Si vous faites une thèse de physique quantique, les jeunes, faites-la sur la merde, parce que sinon vous n'aurez pas de poste. Et ça, je trouve que c'est très dramatique. Je conclus donc avec Grothendieck, lui encore, qui écrivait « Ma critique portait avant tout sur le rôle des scientifiques et du savoir qu'ils représentent dans le monde d'aujourd'hui. Cette critique s'élargit encore à la dimension d'une critique de vaste envergure de la civilisation occidentale et du monde moderne qu'elle a conquis et nivelé, des valeurs qui le fondent, de l'esprit du temps qui le gouverne inexorablement et le mène vers la destruction du patrimoine terrestre, biologique et culturel, et par là même vers sa propre destruction inéluctable. Alors inéluctable, j'en suis pas tout à fait sûr, mais si on veut l'éviter, il va falloir vraiment travailler sur les valeurs. Merci. Une des démonstrations, ou en tout cas celle que je connais pour la conservation d'énergie, est le fait qu'en se déplaçant dans le temps, l'univers reste le même. Cependant, avec l'expansion de l'univers, ceci n'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire qu'on perd la conservation d'énergie, qui est une loi qu'on nous dit est toujours vraie, ou est-ce qu'il y a une autre démonstration pour cette conservation d'énergie? Oui, alors c'est une très bonne remarque. Donc pour ceux qui sont moins savants que toi, en un mot, la conservation de l'énergie, c'est une conséquence directe du fait que les lois de la physique sont invariantes par déplacement dans le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fondamental. Ça veut dire quoi, invariante par déplacement dans le temps? Je vieillis, vous aussi, et on va mourir. Donc le monde n'est pas invariant par déplacement dans le temps. D'accord?
Il se passe quelque chose et hier ne ressemble pas à demain. Mais les lois qui gouvernent les choses, elles, étaient les mêmes hier et seront les mêmes demain. Donc il faut distinguer les phénomènes qui évoluent des lois qui sont immuables. Et en effet, la conservation de l'énergie, grâce à ce qu'on appelle le théorème de Noether, on peut la comprendre comme une conséquence directe de cette invariance temporelle des lois. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez fondamental. Sauf que comme tu l'as fait très bien remarquer, en cosmologie, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en réalité, la bonne réponse, c'est qu'en relativité générale, il n'y a pas de concept d'énergie qui soit aussi générique qu'en physique classique. Il y a des cas, ça dépend de ce qu'on appelle le signe des vecteurs de Killing de type temps, mais l'existence de vecteurs de Killing de type temps, donc il y a des cas où on peut définir une énergie. Par exemple, quelque chose qui tombe sur un trou noir, j'ai une définition de l'énergie qui est un peu plus compliquée que d'habitude, ça va être le terme de courbure fois la dérivée du temps propre par rapport au temps à l'infini. C'est un peu subtil, mais ça, c'est une énergie, c'est conservé. Mais en général, dans un espace-temps totalement générique, il n'y a pas de quantité macroscopiquement conservée de type énergie en relativité générale. Tout à fait. Bonsoir. Vous avez parlé d'inversion temps-espace et notamment le fait que les deux sont confondus dans la relativité générale. Et est-ce que ce serait possible qu'en réalité on essaye de prédire le Big Bang et qu'on essaye de trouver des conditions initiales qui ne sont pas encore déterminées? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris le lien entre les deux parties de la remarque, mais je peux quand même essayer de répondre. Donc, d'abord, je fais une remarque ultra rapide, parce que je vous ai déjà saoulé assez longtemps, donc je vais être bref. Sur la distinction temps-espace, il faut être un petit peu plus prudent et subtil que ce que j'ai fait, parce que je me rendais compte que mon temps commençait à manquer. Voilà, c'est là. En fait, le temps tout seul, c'est quelque chose qui est très mal défini. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait dire de quel temps on parle. Il y a un temps qui est vraiment le temps coordonné. Le fait que pour décrire la position d'un truc complètement, j'ai besoin de 4 nombres. 3 nombres d'espace, x, y, z, et un nombre de temps. Quand ça a eu lieu, je fais ça, je décris ça avec 4 nombres. Ce temps-là, il est là. On ne sait pas pourquoi il est là. Il est vraisemblablement là dans toutes les circonstances qu'on peut imaginer. Mais ce temps-là, il n'est pas très intéressant parce que, comme on l'a dit, il se comporte exactement comme l'espace. Mais dans la vraie vie, il y a une différence fondamentale entre le temps et l'espace. C'est que dans l'espace, je peux toujours faire en avant et en arrière, mais pas dans le temps. Là, par exemple, si je ne suis pas content de la réponse que je suis en train de donner, bah tant pis, c'est filmé, je ne peux pas revenir en arrière et la changer. Donc dans la vraie vie, il y a une différence fondamentale entre le temps et l'espace. Et ça n'apparaît pas ici. Dans mon théorème de Pythagore, là, je ne le vois pas, ça. Parce que le temps qui est irréversible, c'est le temps thermodynamique. C'est vraiment le temps qui est associé au fait que quelque chose qui est l'entropie est en train d'augmenter. Et ça, maintenant, on comprend vraiment très bien. Ce n'est pas simplement une analogie, le temps croît, l'entropie croît, donc c'est la même chose. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. On comprend très bien que c'est vraiment ce sont les processus thermodynamiques qui orientent le temps. Donc déjà, il faut faire attention à ça, parce que quand on parle de disparition du temps, par exemple, ce que je dis parfois, moi, ça peut avoir deux sens très différents. Soit c'est un effet de gravité quantique, et c'est le temps coordonné qui vient de l'espace coordonné, soit c'est un effet de thermodynamique, et ça veut juste dire que le système est à l'équilibre. Et quand le système est à l'équilibre, il n'évolue plus. Et au sens de la thermodynamique, il n'y a plus de temps. Donc il faut faire attention à ça. Donc une fois que j'ai fait cette précision, je dirais que la question des conditions initiales en cosmologie, c'est une question qui est aussi philosophique. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que, en fait, les conditions initiales échappent au savoir humain pour la bonne raison que pour leur trouver une cause, bon, je vais dire de façon un peu provocatrice, mais il faudrait être Dieu. Il faudrait être hors du système univers. Bon. Donc, c'est une question qu'on pourrait considérer comme étant intrinsèquement inaccessible. Mais ça devient faux justement dès qu'on fait de la gravité quantique. Parce que dès qu'on fait de la gravité quantique, même en théorie des cordes, j'ai présenté un peu des modèles de multivers, mais il y a beaucoup d'autres modèles cosmologiques en théorie des cordes. En fait, il y a presque toujours un avant Big Bang, sous une forme ou sous une autre, un rebond ou une sorte de latence. Et à partir du moment où le Big Bang n'est plus le véritable instant originel, mais où il est lui-même la résultante d'une évolution, bah évidemment, la question des conditions initiales ne se pose même plus, en fait. Les conditions initiales deviennent simplement les conséquences finales de ce qui advint avant. D'ailleurs, il y a des questions, oui, bon, il ne faut pas que je sois trop long, mais sur les modèles de rebond, en fait, on n'est même pas sûr, s'ils sont réels, de savoir dans quel sens le temps coule. Est-ce que le temps coule comme ça dans les deux phases du rebond, ou est-ce que le temps coule comme ça? C'est une question non triviale, ça.
C'est une question non triviale. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'ai une petite question, est-ce que maintenant les nouvelles théories de gravitation quantique expliquent mieux les trous noirs, ou ils donnent un regard nouveau sur les trous noirs? J'ai pas entendu la fin, pardon. Juste Oui. la dernière phrase. Oui, est-ce que, voilà, juste là, est-ce que les nouvelles théories donc, de gravitation quantique donnent un regard nouveau sur les trous noirs, sur leurs propriétés peut-être? Oui, merci. Voilà. Merci. Donc c'est ce que j'avais zappé tout à l'heure, mais vous inquiétez pas, je vais rester super bref. En effet, ça change aussi la vision des trous noirs. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que dans les théories de gravitation quantique, la surface d'un trou noir n'est plus quelque chose de lisse. Donc là, de façon un peu imagée, mais ce n'est pas une vue d'artiste. Vous voyez sur cette illustration qu'on a des sortes de petites plaquettes comme ça, en quelque sorte, à la surface du trou noir, qui sont des éléments d'air élémentaire, de l'ordre de la taille de Planck. Et donc, dans cette vision-là, la fameuse entropie qu'on ne comprenait pas des trous noirs, c'est-à-dire le désordre des trous noirs, eh ben, on peut le réinterpréter comme une configuration géométrique des petites plaquettes à la surface du trou noir. Comme si, vu de loin, le trou noir était une sphère parfaite, mais vu de près, en fait, c'était une sphère avec plein de petits éléments comme ça de surface qui sont orientés de façon quantique et potentiellement aléatoire. Donc ça a plein de conséquences. Quand le trou noir s'évapore, par exemple, eh bien, le spectre va changer d'apparence. Je crois que voilà, donc c'est à l'envers, je ne sais pas pourquoi, bon, sur mes transparents, c'était à l'endroit, mais la courbe noire, comme ça, c'est ce qui se passe en physique normale, et puis les autres courbes, là, les rouges, les vertes, les bleues, c'est ce qui se passe en gravité quantique. Donc ça va changer la forme des particules émises par un trou noir, et dans la version paroxystique, ça peut même impliquer la transformation de trous noirs en trous blancs. Alors, les trous blancs, c'est le symétrique temporel des trous noirs. Hein. Dans un trou noir, on peut rentrer, on ne peut pas sortir. Les trous blancs, on peut sortir, on ne peut pas rentrer. Et alors, on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est forcément faux, parce que dans la vraie vie, on voit des trous noirs, mais on ne voit pas de trous blancs. Et la réponse, c'est que dans ce modèle, le rebond du trou noir en trou blanc, un peu comme un rebond de l'univers, il est très rapide en temps propre, c'est-à-dire que mesuré par le trou noir lui-même, paf, paf, c'est 1 millième de seconde, mais comme le temps est très dilaté à cause de la gravité, quand vous regardez de loin, ça prend beaucoup plus que l'âge de l'univers. Donc la réponse, ça serait qu'en fait, c'est normal qu'on ne les voit pas, parce que ça n'a pas encore eu lieu mesuré en temps externe. Mon fils m'a dit qu'il fallait que je fasse des réponses rapides. Et y penser. Pour l'année prochaine. Oui. Merci de donner l'occasion d'exprimer un désaccord. Sur la dernière partie, je n'aime pas du tout le terme de technoscience. Pourquoi? Parce que ça mélange deux types d'activités dont les cahiers des charges n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La technologie construit des objets pour des fonctions qui sont définies avant, construire une bombe, par exemple. La science, le cahier des charges de la science, c'est la curiosité pour le monde qui nous entoure. La physique nucléaire peut donner une bombe. Si on veut construire une bombe, elle peut donner de la médecine pour soigner des cancers. Elle peut, même sans aller jusqu'à des applications, simplement nous faire comprendre d'où vient l'énergie des étoiles. On a compris avec la physique nucléaire d'où vient l'énergie des étoiles bien avant la construction des bombes. Ça s'est fait enfin bien avant, plusieurs années avant. Et c'était dans aucun autre objectif que de comprendre cela. Et ce mouvement de vouloir comprendre le monde qui nous entoure, il est inhérent à l'espèce humaine, je crois. Et donc, résoudre le problème, c'est-à-dire projeter une des activités sur l'autre et fabriquer de la technoscience et dire, voilà, la technoscience, regardez la merde dans laquelle il nous a mis, c'est vrai qu'on est dans une certaine merde, mais ce n'est pas le produit de la technoscience. En tout cas, ça n'est pas... Tu peux pas faire... Enfin, pour moi, tu ne peux pas faire cette projection d'une des activités sur l'autre parce que les cahiers des charges ne sont pas du tout les mêmes. Oui, alors je te remercie de souligner ce désaccord, parce qu'en effet, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense, avec tout le respect dû, que c'est une vision très bisounours qui ne correspond pas du tout à la réalité. Pour moi, c'est un peu l'argument des Texans qui disent il n'y a aucun problème avec le fait d'avoir des armes en vente libre, parce que ce n'est pas les armes qui tuent, hein, c'est les gens qui s'en servent. Les armes n'y sont pour rien.
C'est exactement ce que tu es en train de dire. Nous, les scientifiques, on n'y est pour rien. On fait des bombes atomiques, on fait des drones qui sont en train de massacrer les gens. Mais en fait, on n'y est pour rien. Oui, c'est exactement comme les vendeurs d'armes qui te disent « Ah, mais moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui vends, c'est celui qui utilise l'arme. » Il n'empêche qu'à la fin, on fait partie du même monde. Mais si on veut être précis, en réalité, ce n'est pas la technologie qui est une conséquence de la science, c'est la science qui est un appendice de la technologie. Si tu regardes les vrais rapports de force, mais non, mais oublie ce que tu as appris à l'école et le narratif qu'on se fait à nous-mêmes. Oublie le narratif qu'on se raconte à nous-mêmes et qu'on dit à nos étudiants. Regarde la vérité des rapports de force, des rapports de pouvoir, des rapports de domination et des rapports d'argent. Regarde l'argent. La science est un appendice de la technologie. Tout ce qu'on fait, on le fait parce que ça sert la technologie. Pourquoi tu crois qu'on va construire l'ISA pour mesurer les ondes gravitationnelles? Parce que les formations comme ça de satellites ensemble sont utiles aux militaires. Pourquoi tu crois qu'on fait le CERN? Les arguments que donne le CERN, c'est essentiellement que ça va faire vivre l'industrie électronique locale. Sans la technologie, la science n'existe pas. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de se dire c'est pas nous les méchants, c'est les autres. Parce que tout le monde se le dit. Et on fait partie quand même aussi des méchants. Et quand tu dis que le désir de savoir est inhérent à l'espèce humaine, d'abord, j'en sais rien, ce qui est inhérent à l'espèce humaine, j'aime pas essentialiser, je pense qu'il y a beaucoup d'autres espèces vivantes qui désirent savoir aussi. Et ensuite, je récuse drastiquement l'idée que la science et ce que j'appelle moi la technoscience soit la seule manière de savoir. C'est absolument faux. Il y a énormément d'autres civilisations qui habitent cette planète, qui ne font pas d'accélérateurs de particules et qui comprennent quelque chose parfois de beaucoup plus subtil que nous au monde dans lequel elles habitent. Mais enfin voilà, je pense qu'on t'a entendu et je suis content que tu aies exprimé un désaccord. Enfin voilà, c'est bien qu'on ne soit pas d'accord et comme ça vous avez... Bonsoir. J'ai juste une question sur... je suis à votre gauche. La condensation de l'univers préexistant, du coup, est-ce que dans l'univers qu'on a actuellement, qui est donc en extension, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'à un moment, il se recondense et que ça refasse un rebond et que ça redonne un autre univers? Ah oui, donc c'est une très bonne question, évidemment. Alors, plusieurs réponses, mais rapides. D'abord, on a envie, je crois, je ne vais pas faire comme Sylvain le sondage, mais si on le faisait, je suis sûr qu'on a tous envie que ça ait eu lieu plusieurs fois, n'est-ce pas? Qu'il y ait eu plusieurs rebonds comme ça. Parce qu'en fait, une respiration de l'univers, c'est assez joli, et puis ça résonne avec des trucs qu'on connaît. C'est l'alternance jour-nuit, le rythme des saisons. En fait, il y a énormément de choses qui sont cycliques dans notre environnement, et donc un univers cyclique, ça colle assez bien avec ce qu'on connaît. Ça, je crains que ce soit une assez mauvaise raison, au sens où, ce qui s'est passé, même si ça nous paraît étrange, ça peut être la vérité, et je pense qu'il ne faut pas trop se laisser guider par ce désir. Mais ta question était, est-ce que c'est possible? Alors là, la réponse est oui, mais ce n'est pas une question de gravité quantique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si actuellement, notre univers se met à se recontracter, alors en effet, il va se recontracter, il va arriver à très haute densité, la gravité quantique va le faire rebondir, et ça peut le faire plein de fois. Mais le fait qu'il se recontracte maintenant, ça ne dépend pas de la gravité quantique, parce qu'aujourd'hui, l'état de l'univers est complètement classique. Donc ça dépend essentiellement du contenu. Donc si par exemple on mettait 50 fois plus de matière dans l'univers, oui, il se recontracterait. Mais même la théorie d'Einstein, elle ne répond pas à cette question-là ex abstracto. Elle répond à cette question-là si tu lui donnes un contenu. Tu me donnes un contenu, moi je te dis si l'univers il va se recontracter ou pas. Et la réponse semble être qu'avec le contenu tel qu'on le voit aujourd'hui, il ne va pas se recontracter. Donc, si on extrapole à partir de ce qu'on voit, il semblerait qu'il n'y ait eu qu'un seul rebond. Bon, bien sûr, l'infini peut encore nous échapper, et peut-être que dans 100 milliards d'années, l'univers va se mettre à se recontracter pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui. Mais si on extrapole ce qu'on voit, il ne semble pas que ce soit le cas. Cela dit, s'il y a plein de rebonds, ça pose d'autres problèmes d'entropie, par exemple. C'est compliqué d'avoir une entropie éternellement croissante avec une infinité de rebonds. Une autre question? Oui, bonsoir. En fait, ma question est exactement celle-là. Que se passe-t-il au moment de la reconstruction? L'entropie doit continuer à augmenter. Quand l'univers retourne en expansion, l'entropie continue à augmenter également. Comment est-ce qu'on peut concilier cette vision de l'entropie qui doit tout le temps grandir?
C'est très compliqué et c'est un point qui est très pertinent. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première réponse, la plus vraie, c'est qu'en fait, on n'en sait absolument rien, pour la bonne raison qu'on n'a aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir dans la phase de pré-rebond. On peut faire des hypothèses, se dire, bon, le plus probable, c'est que l'univers avant ressemble à l'univers d'après, et là, je peux faire des calculs, je peux savoir ce qui va se passer. Mais en fait, c'est totalement conjectural à ce stade, d'accord ? Et donc, moi, je pense que l'approche thermodynamique, ce qu'elle a quand même tendance à nous dire, c'est que probablement, le temps, il faut l'imaginer dans la phase pré-rebond comme allant dans l'autre sens. C'est-à-dire que le rebond, c'est vraiment l'origine du temps, une phase qui est vraisemblablement euclidienne, avec de chaque côté du rebond, un temps thermodynamique qui se trouve en sens opposé. Et là, c'est beaucoup plus cohérent. Et on perd. Mais alors, le problème, si vous voulez, c'est que quand je dis comme ça, on dirait que c'est une sorte de pari, quoi. Est-ce que vous voulez que le temps soit à gauche ou que le temps soit à droite ? En principe, c'est des choses qui sont décidables, ça. Ce n'est pas des choses qui sont arbitraires. Mais le problème, c'est que pour que ce soit décidable, il faudrait qu'on connaisse très bien les conditions de l'univers au moment du rebond. Et c'est précisément ce qu'on ne sait pas. Donc ce sont quand même des questions auxquelles on peut espérer avoir réponse. À la différence peut-être de ce qu'on disait tout à l'heure, je ne crois pas que c'est des questions métaphysiques. Je pense que c'est des questions physiques, mais sincèrement hors d'atteinte à l'heure actuelle. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous poser une question concernant le rayonnement de Hawking. Oui. Est-ce que c'est ça qui fait évaporer les trous noirs ? Oui. Et est-ce que ce rayonnement-là est potentiellement plus rapide que la lumière ? Et est-ce que le flux est dépendant de la masse du trou noir ? Oui. J'ai fait comme mon fils, là. Comment ? J'ai répondu par oui et par non. Non, alors je reprends. Donc je vous remercie, je fais rapide quand même. Je suis désolé, je n'ai pas été très pédagogue, entre autres, là-dessus. Vous savez qu'un trou noir, on peut rentrer, on ne peut pas sortir. Et je vous ai balancé un peu vite comme une évidence que les trous noirs s'évaporaient. Donc en 30 secondes. Un trou noir qui est gros, un trou noir stellaire, qui est au centre de la galaxie, enfin, au centre de la galaxie, c'est plutôt des trous noirs supermassifs, ou qui est quelque part dans la galaxie qui provient de l'implosion d'une étoile massive, à ces masses-là, il n'y a pas du tout d'évaporation. Elle est complètement négligeable, en fait elle n'a même pas lieu du tout, parce que la température du trou noir est plus faible que la température du milieu extérieur, donc en fait il ne s'évapore pas. Donc on oublie complètement ce truc d'évaporation pour les gros trous noirs astrophysiques. D'accord ? L'évaporation ne devient importante que pour les petits trous noirs. Ce n'est pas complètement bizarre, parce que vous savez que la plupart du temps, il y a des exceptions, la plupart du temps, la mécanique quantique, elle joue un rôle pour les petits trucs. Donc c'est quand vous avez un petit trou noir que la mécanique quantique commence à jouer un rôle. Donc cette évaporation ne concerne que les micro-trous noirs dont l'existence dans le monde réel n'est pas même avérée. Mais ce n'est pas forcément grave. Parce qu'en physique théorique, on aime beaucoup les expériences de pensée. Einstein était le maître des expériences de pensée. Et on peut comprendre beaucoup de choses sur le monde sans faire réellement les choses. Et donc se demander, par exemple, comment un petit trou noir se comporte, vous n'avez même pas vraiment besoin de savoir s'il existe ou pas pour comprendre beaucoup de choses. Et donc l'évaporation, en effet, c'est ce qui se passe quand, en gros, parce que c'est plus compliqué que ça, mais par effet tunnel, les particules qui sont au centre peuvent ressortir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, non, la vitesse des particules n'est pas supraluminique, en tout cas pas à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur du trou noir, en fait, on peut avoir des vitesses plus grandes que la lumière, mais ça dépend complètement du choix de système de coordonnées. Donc ça, c'est pas physique, si vous voulez, c'est des artifices mathématiques. Mais à l'extérieur, en tout cas, c'est beaucoup plus tranquille, et non, c'est pas supraluminique. Et la troisième question, j'ai oublié. Il y avait trois questions. La taille du trou noir, essentiellement, pour que l'évaporation commence à être non négligeable, il faut des trous noirs qui ont une masse inférieure à 10 puissance 15 grammes, ce qui correspond à peu près à la masse d'une colline sur Terre. Et alors, comme la masse est linéaire avec le rayon, là, c'est sûr que je vais me planter en faisant ça en direct. La masse de Planck, c'est 10-5 grammes. Donc 10 puissance 15 grammes, ça fait 10 puissance 20 masse de Planck. Comme c'est linéaire en distance, ça fait aussi 10 puissance 20 longueur de Planck. Comme la longueur de Planck, c'est 10-33 cm, ça fait 10-13 cm. Donc c'est très petit. Ah, j'étais pas au courant, j'espère. Zut, j'ai rien dit. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Les deux théories que vous avez montrées, la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes, qu'est-ce qui pourrait permettre de fondamentalement affirmer ou infirmer ces deux théories, puisque la théorie de la gravité quantique à boucle a l'air de bien marcher, celle des cordes aussi. Est-ce qu'on a des pistes pour des éléments qui nous permettraient de dire qu'elles sont vraies ?
et des pistes pour nous dire qu'elle serait fausse? Oui, c'est une bonne question. C'est très compliqué parce que, bon, pour ceux qui n'ont jamais fait d'épistémologie, en une phrase, le critère de Popper, c'est de dire qu'une bonne théorie scientifique, enfin une théorie scientifique tout court d'ailleurs, c'est une théorie dont on peut prouver qu'elle est fausse. D'accord ? On ne peut jamais prouver qu'une théorie est vraie, parce qu'il faudrait évidemment faire une infinité d'expériences, chacune avec une précision infinie, ce qui n'est pas possible, mais on peut prouver qu'une théorie est fausse. Si par exemple, quand je lâche mon stylo, il se met à monter, la théorie de Newton est fausse. Bon. Alors, en réalité, c'est plus subtil que ça, mais c'est l'idée du critère de Popper. Et en fait, le problème, c'est que dans le vrai monde, ça ne marche jamais comme ça. C'est-à-dire que l'idée qu'une seule expérience peut falsifier une théorie, c'est une idée abstraite, mais ça ne marche pas. Typiquement, la théorie des cordes, si je voulais être méchant, je dirais qu'elle est déjà falsifiée. Première prédiction, le monde a 10 dimensions. Ben non, le monde a 3 dimensions, enfin 3 plus une dimension, donc la théorie est fausse, point. Mais en fait, la théorie est tellement belle qu'on s'est dit, enfin, je suis pour rien, mais certains se sont dit, si en fait elles doivent être là, mais elles sont tellement petites qu'on ne peut pas les voir. Deuxième prédiction de la théorie des cordes, la constante cosmologique doit être négative. Il y avait une chance sur 2, pas de chance, elle est positive. À nouveau, la théorie des cordes est falsifiée. Oui, mais on s'est dit, c'est pas grave, si au lieu de mettre des cordes, on met aussi des membranes et qu'on les enroule comme il faut, ça marche à nouveau. Et troisième prédiction de la théorie des cordes, on doit avoir des non-gaussianités, et en fait, on ne les voit pas. Le monde doit être supersymétrique, et en fait, il ne l'est pas. Mais à chaque fois, il y a des échappatoires qui sont raisonnables. Et donc, en fait, l'ennui, c'est qu'on ne peut pas trouver, je crois, une expérience définitive. Ça ne fonctionne pas comme ça. La corroboration ou la falsification d'une théorie, en vrai, ça fonctionne par accumulation d'indices dans un sens ou dans l'autre. Et le cas de la théorie des cordes, il sera très intéressant pour les sociologues des sciences dans le futur, si futur il y a, parce que c'est un peu un cas d'école, en fait. C'est-à-dire que vous avez une communauté de gens qui sont extrêmement brillants, hein. C'est vraiment pas des branquignoles, quoi. C'est des gens dont certains sont géniaux, mais vous avez une petite communauté de gens qui sont absolument certains d'être sur la bonne voie, et essentiellement la quasi-totalité des autres physiciens qui pensent qu'ils font n'importe quoi. Et du coup, c'est pas une preuve que c'est faux, ça. Hein. Moi, je n'utiliserai jamais l'argument qui consiste à dire ceux qui défendent cette idée sont en minorité, donc ils ont tort. C'est pas un bon argument, ça. Donc ils peuvent avoir raison contre la majorité. Mais disons que pour le moment, les indications défavorables n'ont pas suffi à mettre en péril la théorie des cordes. Donc soit ça veut dire qu'en réalité les gens sont tellement conscients de la génialité de cette théorie, ils réussissent à trouver la lumière malgré ces difficultés, soit c'est une bande de fous furieux qui nous emmène dans le mur malgré les évidences expérimentales. L'avenir le dira. Mais je ne suis pas capable aujourd'hui... Enfin, si vous voulez, la seule expérience définitive, ça serait d'aller voir. Mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, il manque un facteur 1 million de milliards entre ce qu'on sait voir aujourd'hui et ce qu'on devrait voir. N'oubliez pas que dans le meilleur, à mon avis le pire, mais peu importe, disons dans le cas hypothétique, où on construirait un super accélérateur de particules, qui ferait 100 km de circonférence, qui coûterait des dizaines de milliards d'euros, qui demanderait d'excaver un demi-million de mètres cubes de molasse et qui consommerait autant qu'une ville d'un demi-million d'habitants, quand bien même on ferait ça, peut-être dans 40, 50 ans, disons, on gagnerait un facteur 7 en énergie. Il faudrait gagner un facteur 1 million de milliards pour voir l'énergie de Planck. Donc en fait, l'expérience définitive, ça serait ça. Comme ça, on ne peut pas le faire, il faut être intelligent. Et être intelligent, pour l'instant, on a échoué à l'être de façon suffisante. À présent, nous allons avoir une dernière question, juste là-bas. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question assez rapide. Je voulais juste savoir si en gravité quantique à boucle, on pouvait espérer une genèse moins ad hoc de l'inflation. Est-ce qu'il y a toujours besoin d'un champ scalaire ou pas? La réponse courte est on a espéré pouvoir se passer de champ scalaire. Et en réalité, l'inflation qui est purement géométrique, c'est-à-dire la belle inflation, en effet, qui viendrait uniquement des effets de géométrie quantique, n'est pas assez longue. Et donc la réponse est, hélas, oui, à ce stade, il faut continuer d'ajouter de façon un peu arbitraire un champ scalaire. C'est la réponse honnête. On a espéré que ce ne fût pas le cas, mais il semble que ça ne fonctionne pas. Donc oui, une sorte d'arbitraire dans le contenu qui est fait en relativité générale doit toujours être fait ici pour qu'il y ait inflation. C'est pas sûr, mais c'est l'état de l'art. Allez, je vous libère parce qu'on est tous crevés, je crois.